Bonjour. Mon propos aujourd'hui est d'évoquer devant vous deux figures de référence qui sont assez directement liées à notre métier de coach. L'une est bien connue, c'est Socrate, le philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. La seconde l'est beaucoup moins. Il s'agit d'Alfred Jacotot, un pédagogue qui a vécu à la charnière entre le 18e et le 19e siècle. Pourquoi ai-je choisi ces deux personnages? Parce qu'ils incarnent, chacun d'une façon différente, ce qui est l'essence même de notre profession de coach, à peu près reconnue universellement sous tous les cieux, à savoir l'art d'aider quelqu'un à trouver lui-même ses propres solutions. Nous allons tour à tour évoquer ces deux personnages, leur façon de procéder, mais aussi leurs enjeux. Nous verrons ce qu'ils peuvent nous apporter et enfin les limites de leur approche, ce à quoi nous devons veiller. D'abord Socrate. Figure de référence dans notre métier, elle est très souvent citée à cause de la maïeutique, c'est-à-dire l'art de faire accoucher quelqu'un de ses propres idées, de la mener à réfléchir et à décider par lui-même. Avec la maïeutique, on est apparemment en plein cœur de notre métier, d'après la définition que j'ai indiquée tout à l'heure. Et lorsqu'on parle de maïeutique, on évoque Socrate, qui en fut l'inventeur. Quelques rappels très brefs sur la vie de Socrate. Vous pourrez facilement trouver sa biographie sur Internet. Il est né en 470 avant Jésus-Christ, a commencé à enseigner à 35 ans, un peu partout, dans les rues, les stades, les échoppes. Il s'est souvent opposé à une catégorie de philosophes de son temps, les sophistes, qu'on appellerait aujourd'hui des coachs au sens grand public du terme, c'est-à-dire des gens qui donnent des conseils. Pour la petite histoire, ajoutons que Socrate était très laid et, ce que j'ai appris tout récemment, très colérique. C'était, paraît-il, terrible. Socrate a été condamné à mort en 399. On l'a accusé de ne pas reconnaître les dieux et d'avoir perverti la jeunesse. Le récit de sa mort, lorsqu'il a bu la ciguë, est extrêmement émouvant. Vous pouvez le lire dans l'Apologie de Socrate. C'est un livre très facile à lire. Côté coaching, j'ai voulu avoir le cœur net sur cette fameuse maïeutique, en revenant aux sources. De quoi s'agissait-il? Comment est-ce que Socrate concrètement procédait? Quand je dis Socrate, ce n'est pas en fait le personnage réel, mais celui dont la vie et la parole ont été racontées par Platon, son disciple. Et celui-ci a évidemment intégré ses propres idées. J'ai donc pris 3 livres. Gorgias, Alcibiade, Protagoras. Mais comme mon enjeu n'est pas la philosophie, et que la chose philosophique me rebute assez vite, je les ai lus d'une façon particulière, que vous pouvez également adopter. C'est pas très difficile. J'ai écarté le fond philosophique pour me concentrer sur le processus, la façon dont Socrate s'y prend, comment il fait avec ses interlocuteurs. Mon enjeu, c'était d'arriver au cœur du processus maïeutique. Pour vous en parler, je vais prendre l'un des 3 livres, Alcibiade. La situation me semble assez proche de ce que nous vivons dans notre métier. Imaginez, pour concrétiser ce livre, qu'un jeune haut potentiel se voit accorder un coaching par son entreprise. Ses responsables lui disent « Travaille tout ce que tu veux, ça devrait t'aider ». Le haut potentiel choisit alors un coach de renom. Celui-ci accepte et le coaching s'engage. C'est à peu près ce qui s'est passé entre Socrate et Alcibiade. Au moment de l'entretien, Alcibiade a 19 ans. C'est un jeune homme ambitieux, riche, et dont le tuteur a un immense prestige à Athènes, puisqu'il s'agit du fameux Périclès. On dirait familièrement aujourd'hui qu'Alcibiade a un boulevard devant lui. Alcibiade se dit
discuter avec un philosophe du renom de Socrate, ça peut être intéressant pour ma carrière, mon évolution. Je vais accepter de me laisser interroger. Justement, il doit bientôt prononcer un discours devant le peuple athénien, convaincre, susciter l'adhésion. Le thème de la discussion qu'il engagera avec Socrate, ce sera donc la politique au sens large du terme, la question des finalités de l'action politique. Socrate va appliquer sa fameuse maïeutique à sa discussion avec Alcibiade. Son enjeu, c'est bien sûr d'aider Alcibiade à réfléchir, mais il faut pour cela que ce dernier passe par une étape préalable, dépasser ses présupposés, ses croyances superficielles. On retrouve cela dans presque tous les livres de Platon quand il raconte la façon de faire de Socrate. Un questionnement qui vise à faire table rase des présupposés. Et c'est là où on voit apparaître une profonde divergence entre la façon de procéder de Socrate et l'exercice de notre métier. Pour nous, le coaching, c'est aider quelqu'un à trouver sa propre solution. Nous savons bien sûr que notre questionnement est en partie induit par notre cadre de référence. Nous savons qu'il n'est pas possible d'avoir un questionnement parfaitement neutre. Mais bon, nous essayons d'avoir les questions les plus ouvertes possibles et surtout, nous acceptons, nous accueillons la parole du coaché. Et à la fin, nous demandons, qu'en concluez-vous? Qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est le coaché qui a le dernier mot. Or, Socrate ne procède pas de cette façon. Ce qu'il cherche, c'est une prise de conscience de son interlocuteur. Conscience de quoi? Conscience de son ignorance. Et là, Socrate n'est pas du tout tendre. Alors qu'Alcibiade, acculé, pressé de toutes parts par le questionnement de Socrate, finit par avouer son ignorance en matière de politique, Socrate l'enfonce. Je vous cite l'extrait du livre de Platon. « Ô Dieu, en quel état déplorable es-tu, Alcibiade? Il faut te le dire, tu es dans la pire espèce d'ignorance. » J'ai du mal à imaginer un coach professionnel s'exprimant de cette façon. Revenons maintenant au processus. Débordons le cadre de la maïeutique. Quels enseignements pouvons-nous tirer de la façon de procéder de Socrate? Pour cela, utilisons notre langage technique. Qu'est-ce qu'on voit? J'ai 3 points essentiels. D'abord, Socrate adopte une position basse sur le contenu. Il fait semblant de ne pas savoir, d'une façon apparemment naïve qu'on a appelée depuis l'ironie socratique. Il s'arrange pour que l'autre découvre peu à peu les failles de son raisonnement. Socrate commence par écouter, par questionner, et puis tout d'un coup, il s'exprime avec une phrase du type « Mais dis voir ». Cette phrase, j'ai pris l'habitude de l'utiliser assez souvent après un questionnement, lorsqu'il faut creuser, aller plus profond. Je dis au client ou au supervisé « Mais dites voir ». En fait, la position de Socrate est faussement basse, au moins au début des entretiens, parce qu'une fois que l'interlocuteur a compris son ignorance, qu'il est conscient, Socrate, ou plutôt Platon, expose ses propres idées. On trouve cela dans plusieurs livres, par exemple dans le Banquet, où après le questionnement impitoyable, Socrate fait un long exposé sur l'amour. Dans l'Alcibiade, il fait un exposé sur la politique. Dans le Gorgias, il fait un exposé sur la rhétorique, l'art de parler. Le deuxième élément du processus utilisé par Socrate, c'est la position haute sur le processus. Socrate se débrouille très bien pour fixer les règles du jeu selon laquelle c'est lui, Socrate, qui interroge et mène la discussion. De ce point de vue, il est parfois assez filou. Par exemple, dans le Protagoras qui relate une discussion avec un très célèbre sophiste, Protagoras, Socrate lui dit à un moment donné « Protagoras, lorsqu'on fait un long discours, je perds de vue la chose en question, abrège tes propos. »
Et l'autre, dont les longs discours sont le gagne-pain et qui n'est pas né de la dernière pluie, lui dit mais qui va être juge de la brièveté? Là-dessus, les deux commencent à ferrailler et Socrate, qui n'a plus la main, dit qu'il va s'en aller. À ce moment-là, toute l'assistance retient Socrate en lui disant non, non, reste, on va trouver un arrangement avec Protagoras. Vous voyez, la relation est tout de même assez tendue. Le troisième grand point du processus socratique, c'est de temps en temps une métacommunication. Socrate fait cela quand, par exemple, il se rend compte qu'une discussion tourne en rond. Ainsi, dans le Gorgias, Socrate se dispute avec un autre sophiste de renom qui s'appelle Calliclès. Il finit par lui dire « Calliclès, il nous arrive une chose plaisante dans cette dispute. Depuis le temps que nous conversons, nous n'avons pas cessé de tourner autour du même objet, et nous ne nous entendons pas l'un l'autre. » Voilà donc quelques précisions sur la maïeutique de Socrate, sur sa façon de procéder. Nous y reviendrons après avoir parlé de Jacotot. Jacotot. Quelques mots sur sa personne. C'est un pédagogue français, né en 1770 et décédé en 1840. Il a eu une carrière variée. D'abord avocat, puis officier dans les armées de la Révolution. En 1795, il est nommé professeur à l'école centrale de Dijon, puis sous-directeur de Polytechnique, une école créée par la Révolution en 1794. À la Restauration, Jacotot part en Belgique. C'est là qu'il a la révélation de sa vie. Il est enseignant à l'université de Louvain, chargé d'enseigner le français à des étudiants dont il ne comprend pas la langue. Et la seule chose qu'il a sous la main, c'est une édition bilingue du Télémaque de Fénelon, un roman pédagogique qui raconte la vie du fils d'Ulysse. Jacotot donne le livre à ses élèves et il constate, tout surpris, que les étudiants, à force d'étudier le texte et surtout sans explication d'un enseignant, finissent par saisir le fonctionnement des phrases françaises. Ils sont capables de raconter en français ce qu'ils ont compris du roman. Jacotot en déduit que quelqu'un peut apprendre par lui-même, sans transfert de savoir. Il en conclut que tout homme, tout enfant est en état de s'instruire seul et sans maître. Il suffit qu'il apprenne à fond et se tienne à son apprentissage de façon assidue. Le rôle du maître est juste de faire émerger le savoir en se contentant de diriger l'élève et soutenir son attention. C'est un maître ignorant, selon l'expression que Jacques Rancière a reprise pour le titre de son livre sur Jacotot. Cette méthode est révolutionnaire. Lorsque Jacotot commence à la révéler, c'est une immense polémique, car la transmission du savoir, depuis des dizaines, des centaines d'années, était le pilier de toute pédagogie. Jacotot destitue l'autorité magistrale. Il dit que la première vertu du maître n'est pas la compétence et le savoir, mais l'ignorance. Un maître ignorant, c'est un maître qui enseigne ce qu'il ignore. Par contre, il exerce une forte autorité sur la façon d'apprendre. Comme nous l'avons fait avec Socrate, examinons les liens avec le coaching. Utilisons les concepts de notre métier. On voit que Jacotot a lui aussi une position très basse sur le contenu. Il ne sait pas. Par contre, il a une forte position haute sur le processus, avec même une attitude de tracking. C'est-à-dire qu'il est tout le temps sur le dos des élèves pour vérifier qu'ils travaillent et qu'ils avancent. Pour conclure cette brève présentation sur Socrate et Jacotot, je vais maintenant évoquer l'intérêt de leur attitude qui leur est commune, les points qui me semblent communs avec notre métier et aussi les limites. L'intérêt majeur, c'est la croyance que l'on peut aider quelqu'un à trouver lui-même ses propres solutions. C'est la base de notre métier. Nous n'avons à transmettre ni un savoir ni des conseils,
nous invitons la personne que nous accompagnons à se mettre en route pour penser par elle-même, découvrir par elle-même ses solutions en autonomie. Pour cela, nous devons parier sur la volonté du coaché d'avancer. Et c'est évidemment une limite. Si l'autre en face de nous n'a pas cette volonté, nous ne pouvons rien faire. C'est ce qui est arrivé à Calliclès dont nous avons déjà parlé. Il refuse d'aller jusqu'au bout du questionnement de Socrate. Il dit que cela l'entraînerait trop loin. Et Socrate est réduit à l'impuissance. La discussion tourne court. Au niveau du processus, nous voyons ensuite plusieurs points communs entre la façon de faire de ces deux personnalités, Socrate et Jacotot, et notre métier. D'abord, comme il le faisait, il nous faut rester maître du cadre de travail, occuper la position haute sur le processus. Comme eux, nous voyons aussi l'intérêt d'occuper la position basse sur le fond du problème traité. Ensuite, nous avons à exercer une saine autorité, à l'assumer. Et enfin, nous avons le droit de bousculer le coaché, comme Socrate le faisait avec son redoutable questionnement, comme Jacotot le faisait en étant sur le dos de ses élèves. C'est même un devoir qui nous est imposé par le contrat que nous établissons au début du coaching. Lorsque la personne en face de nous renacle à avancer, nous avons à lui rappeler qu'elle a donné son accord pour avancer dans son problème. Cela s'appelle la confrontation. L'examen de l'attitude de Socrate et Jacotot montre aussi la limite dans leur façon de procéder. Il y a en effet dans la maïeutique une tentation de nier l'intérêt d'apporter parfois du contenu. C'est la fameuse histoire de la canne à pêche et du poisson. Il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher, mais cela prend du temps. S'il a très faim, il vaut mieux lui donner à manger un poisson tout de suite. Or, en coaching, nous sommes souvent limités par le temps. C'est une spécificité de notre métier, parmi les métiers de relation d'aide. Et nous devons donc acquérir une faculté particulière du discernement. Quand vaut-il mieux la canne? Quand vaut-il mieux le poisson? Cela dépend du contexte et de la personnalité qu'on accompagne. Concluons. Dois-je vous l'avouer, je suis sorti à la fois ravi et un peu triste de ce retour aux sources de la maïeutique. La façon de faire de Socrate en particulier n'était pas aussi pure et noble que ce que je pensais. Mais cela m'a permis d'approfondir le métier et peut-être d'acquérir un peu plus de sagesse professionnelle. Je vous invite donc vivement à aller vous aussi aux sources de la maïeutique et à vous faire votre propre idée sur la question. Au revoir.